Bien, bonjour. Ça fait un peu curieux d'avoir une assemblée avec tous des gens masqués et moi je ne suis pas, je suis irresponsable en ne mettant pas de masque, mais je comprends que techniquement c'est une nécessité et j'inviterai Marc aussi à retirer son masque tout à l'heure. Donc aujourd'hui, bonjour, quatrième séance, si je compte bien, de ce cours sur l'économie du climat dans le cadre de la chaire Avenir commun durable au Collège de France. À nouveau, comme les séances précédentes, 1 heure de cours suivie d'1 heure de séminaire. Cette semaine, j'ai la chance d'avoir Marc Fleurbet, qui est professeur dans notre belle institution Paris School of Economics, le frère jumeau de la Toulouse School of Economics à Toulouse, et qui nous parlera d'éthique lui aussi, et qui approfondira d'un certain nombre de questions que je vais à peine effleurer durant ma présentation. J'ai un objectif d'appliquer des concepts éthiques et de choix social pour répondre à la question de quelle devrait être la valeur carbone. Et Marc, lui, va plutôt se concentrer sur une présentation d'un ensemble de questions éthiques liées à l'instrument que je vais utiliser. Voilà. Et Marc est un grand spécialiste mondial de toutes ces questions. Je suis très heureux qu'il ait accepté de faire ce séminaire à la suite de ce cours. OK, donc la semaine dernière, je vous ai laissé avec un message qui me semble assez fort, qui est de dire si on veut respecter les 2 degrés Celsius comme borne supérieure de l'augmentation de température moyenne de la Terre, eh bien, cela correspond à un budget carbone, et à ce budget carbone correspond une valeur fantôme, un prix fantôme du carbone qui est très élevé, qui est autour de 160 € en 2022, qui va monter à 4% par an en réel. Alors ça, autant les économistes sont d'accord pour dire qu'il faut transformer cette valeur carbone en un prix du carbone, que ce soit une taxe ou un marché de permis. Je vous ai déjà parlé de ça durant les premières séances du mois de janvier. Autant il y a un consensus très fort là-dessus, autant il y a un désaccord assez violent sur cette conclusion que je vous ai donnée la semaine dernière. Aujourd'hui, encore beaucoup d'économistes pensent que la valeur carbone est plutôt autour, compris quelque part entre 50 et 100 € la tonne de CO2. Je vais prendre par exemple le rapport Stern-Stiglitz de 2018, commandé par le président de la République, qui lui, proposait une valeur carbone autour de 80 € la tonne de CO2. Donc là, je suis au double. Donc voilà, je vais vous expliquer maintenant pourquoi il y a ce désaccord. Ce désaccord, avant tout, il provient de la question de l'hypothèse que j'ai faite la semaine dernière, qui était le 2 degrés Celsius. Je dis, pour 2 degrés Celsius, il faut un prix du carbone élevé. D'accord ? Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il est raisonnable de faire 2 degrés ? Est-ce que 2 degrés Celsius est le bon objectif ? Et évidemment, à la fin de la séance dernière, j'ai une de vos collègues qui est venue voir, me dit « Mais Monsieur Gaudier, vous ne parlez pas des dommages. Vous avez parlé, c'est vrai que j'ai parlé la semaine dernière de technique, de technologie, de coûts de décarbonation, mais je n'ai pas mis en face de ça les dommages qui ne seront pas engendrés, les dommages climatiques qui ne seront pas engendrés parce qu'on aura fait cette transition énergétique rapide. » Elle a tout à fait raison. Mais pourquoi ces dommages ne rentraient pas dans les purs la semaine dernière ? Ne rentraient pas dans les purs la semaine dernière parce que je me suis fixé un objectif exogène de 2 degrés Celsius. Un objectif qui a été fixé notamment par les accords de Paris. Et donc, il faut respecter cet objectif-là. Et donc, l'économiste aussi a à répondre à la question de si on a cet objectif-là, quelle valeur carbone il faut mettre en œuvre. Maintenant, les économistes sont quand même aussi en droit de se poser la question de est-ce que 2 degrés Celsius, c'est un bon objectif ? D'accord ? Et effectivement, si on veut répondre à cette question-là, il faut répondre à la question, au fond, face à l'objectif de 2 degrés Celsius, face au coût que cela va engendrer, il faut mettre en face les bénéfices de ces efforts, qui vont être relativement coûteux à court et à moyen terme, ces bénéfices qui sont effectivement les dommages climatiques qui ne seront pas engendrés parce qu'on aura fait très rapidement les efforts de réduction d'émissions de CO2 à travers un prix élevé du carbone. Donc voilà, donc est-ce que les 2 degrés Celsius est un objectif socialement désirable ? Est-ce qu'on n'en demande pas trop aux générations présentes par rapport à un bénéfice qui serait considéré comme trop faible par rapport à ces sacrifices présents, un bénéfice futur qui serait considéré comme trop faible par rapport au coût présent. Donc vous voyez qu'on est ici, je rentre de façon frontale dans une problématique de
responsabilité envers les générations futures. Dans la semaine dernière, je m'étais consacré à une analyse sur les 30 prochaines années, comment allouer l'effort dans les 30 prochaines années. Et donc, essentiellement, on est dans une problématique intragénérationnelle. La génération présente va devoir, durant sa vie active, faire les efforts pour qu'en 2050, on ait un mix énergétique français et mondial complètement décarboné. C'est moins une question éthique qu'une question d'efficacité la semaine dernière. Maintenant, je bascule dans une problématique d'éthique, de justice distributive entre des générations qui ont des conflits d'intérêts. Évidemment que la génération présente ne désire pas faire trop d'efforts, parce que l'essentiel des bénéfices de ces efforts ne seront pas pour elle, ils seront pour les générations futures. Réciproquement, les générations futures voudraient qu'on fasse beaucoup d'efforts pour éviter qu'ils aient apporté des dommages climatiques engendrés par notre inaction. D'accord ? Donc on est vraiment là dans un débat fondamentalement éthique, puisqu'il faut faire des comparaisons interpersonnelles de comment mesurer le sacrifice des uns, les bénéfices des autres, comment les pondérer pour prendre une décision sur une question type qui est évidemment quel est le niveau, l'intensité des efforts à mettre en œuvre aujourd'hui, quel est l'objectif de 2 degrés, est-ce que cet objectif de 2 degrés Celsius est vraiment le meilleur ? Et là, je rentre dans une énorme problématique qui fait rage qui a fait surtout rage dans les années 2000. Vous avez peut-être souvenir du rapport Stern qui a été publié en 2007, à peu près au même moment que le 3e rapport du GIEC, qui lui disait, alors que le GIEC était plutôt prudent, le rapport Stern disait il faut faire tout de suite, rapidement, en urgence, plein d'efforts pour réduire nos émissions de CO2. Et by the way, ça ne sera pas si coûteux que ça. Et quand le rapport Stern est sorti, il y a eu un énorme, ça a été très violent d'ailleurs dans une des conférences aux États-Unis, d'un tumulte d'économistes américains, notamment William Nordhaus, prix Nobel d'économie pour ses travaux sur le climat en 2018, qui disait mais non, ces travaux à lui, et je rappellerai ça tout à l'heure, ces travaux à lui ne conduisent pas à un objectif de 2 degrés Celsius, est trop coûteux par rapport aux bénéfices qu'on peut en anticiper, et donc lui propose plutôt 3 degrés Celsius. Donc, évidemment, je peux vous dire que ça n'a pas fait consensus parmi les économistes. Et donc c'est un peu ça que je vais vous raconter. Évidemment, quand on se pose cette question de comment comparer des sacrifices présents avec des bénéfices futurs, on se pose la question de quelle est la valeur du temps. Est-ce qu'il ne faudrait pas pénaliser, quand on compare ces deux choses, qu'il ne faudra pas pénaliser les bénéfices futurs dans la comparaison qu'on voudrait en faire avec les coûts présents, parce que c'est le futur. Et le futur, c'est moins important que le présent. Un vaut mieux que 2, tu l'auras. Donc la question est, est-ce qu'il faut pénaliser le futur parce que c'est le futur? Et si oui, pour quels arguments et de combien? Donc c'est un peu ça c'est la problématique de l'actualisation. Problématique d'actualisation qui est massif, prévaut dans toutes les analyses des marchés financiers pour valoriser des actifs. Une obligation, une action, vous devez utiliser un taux d'actualisation. Un choix d'investissement dans une entreprise, on utilise un taux d'actualisation. Quand vous décidez d'emprunter, de faire un prêt hypothécaire auprès de la banque, on va vous parler de taux d'actualisation, etc., etc. Donc c'est évidemment un paramètre qui est complètement clé, en particulier quand on veut calculer, je reviendrai aussi là-dessus, quand vous voulez calculer une valeur présente pour quelque chose qui se matérialisera dans très longtemps, le choix du taux d'actualisation est à la limite beaucoup plus important que le niveau du bénéfice que vous avez actualisé. Donc évidemment, le taux d'actualisation a été un élément clé de tout le débat qu'on a depuis 20 ans entre économistes sur le sujet de la valeur carbone. Donc on doit... quand on bascule de l'approche coût-efficacité que j'ai utilisée la semaine dernière à une approche coût-avantage ou coût-bénéfice, je dois déterminer comment je vais comparer un euro immédiat ou un kilo de blé immédiat avec un kilo de blé dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. D'accord ? Donc comment je fais cette comparaison de choses qui ne sont pas exactement identiques parce qu'ils se matérialisent dans des temps différents.
Donc, je vais en particulier me poser la question de comment comparer un kilo de blé. Je préfère parler de kilo de blé plutôt que d'euro, même si, parce que dans l'euro, il peut y avoir la dévaluation de l'inflation. Donc, je parle ici, vous l'avez compris, de pouvoir d'achat, de consommation. Donc, comment comparer un kilo de blé délivré, par exemple, en 2200 avec un kilo de blé qui serait délivré aujourd'hui? Alors, moi, évidemment, j'appartiens à la génération de 2022. Et donc, si on me pose la question, faut-il mieux un kilo de blé pour moi ou un kilo de blé pour quelqu'un que je ne connaîtrai jamais parce que je serai mort avant, ma préférence, c'est évidemment pour que ce kilo de blé aille directement à moi plutôt qu'à la génération éloignée de 2200. Donc, évidemment, dans ce dilemme social, il y a des conflits d'intérêts qui sont majeurs. Et donc, c'est difficile de prendre une décision. On est chacun d'entre nous, nous sommes coincés dans un corpus, dans un nexus de conflits d'intérêts qui est, évidemment, j'ai une préférence pour tirer la couverture vers moi, pour parler simplement. Donc, là, c'est là où l'élément essentiel de l'analyse se fait, c'est, au fond, dans ce dilemme social, essayons de nous mettre sous le voile d'ignorance, sans savoir qui vous êtes, sans savoir, en particulier pour répondre à cette question, si vous appartenez à la génération présente ou si vous participerez à la génération future. D'accord ? Donc, sous ce voile d'ignorance, concept philosophique qui existe depuis bien longtemps, on peut faire référence à Jean-Jacques Rousseau, mais plus récemment, on fait en tapitude référence, quand on parle de voile d'ignorance, à John Rawls ou John Harsanyi pour les économistes. D'accord, donc, principe éthique, au fond, pour réfléchir à comment pondérer sacrifice présent et bénéfices futurs, mettons-nous sur le voile d'ignorance. Et de façon générale, quand on a des problématiques d'analyse liées au temps, ou liées à des transferts interpersonnels, mettons-nous derrière le voile d'ignorance pour déterminer si ce transfert est socialement désirable, donc sans savoir si vous êtes la personne qui va contribuer ou si vous allez être la personne qui a bénéficié de ce transfert. D'accord ? Alors, si vous vous mettez derrière le voile d'ignorance, sans savoir si vous êtes de la génération présente ou de la génération future, sans savoir si vous êtes le bénéficiaire de la politique qui est proposée ou le contributeur de cette politique, ce voile d'ignorance transforme la problématique d'inégalité, ou de qui est perdant, qui est gagnant, en une problématique de risque. Si vous ne savez pas si vous allez faire partie de la génération présente ou si vous allez faire partie de la génération future, au fond, ce problème de déterminer qui va recevoir ce kilo de blé, il y a un problème de gestion de risque. Est-ce que, selon la probabilité que vous avez en tête de participer à la génération présente ou d'être partie de la génération future, vous allez peut-être préférer l'un à préférer l'autre. D'accord ? Donc ça montre en fait une porosité entre deux concepts qui sont a priori très différents, le concept d'inégalité et le concept de risque, ou le concept d'aversion aux inégalités et le concept d'aversion au risque. En fait, sous le voile d'ignorance, on fait en sorte que ces deux groupes de concepts soient parfaitement bijectifs. D'accord ? Sous le voile d'ignorance, on a de l'aversion aux inégalités parce qu'on a de l'aversion au risque. Et les inégalités, sous le voile d'ignorance, c'est du risque. Je préfère vivre dans une société plus égalitaire, parce que sous le voile d'ignorance, ça réduit mon risque. D'accord ? Donc, derrière la problématique de voile d'ignorance, qui va m'aider à répondre à la question de l'éthique de nos responsabilités envers les générations futures, se pose la question de quelle est l'éthique de la bonne gestion collective des risques. Comment doit-on collectivement gérer les risques ? Quelle est notre attitude commune face aux risques, que ce soit sous le voile d'ignorance, pour des problèmes de gestion de réduction des inégalités et de redistribution, ou que ce soit des problématiques plus personnelles de gestion des risques pour déterminer si je dois acheter des actions, des obligations, si je dois m'acheter une voiture plus de sécurité, moins de sécurité, etc. etc. Et là, nous avons une théorie de la décision face à l'incertitude.
comment dire, mon corpus de compétences scientifiques, en fait. J'ai démarré ma carrière dans ces domaines-là. Donc, on a depuis, en fait, bien longtemps maintenant, hein, 1738, Daniel Bernoulli, à la cour de Saint-Pétersbourg, a répondu à cette question de, au fond, comment déterminer un niveau de bien-être d'un individu lorsque cet individu est confronté à du risque. D'accord ? On a une théorie pour déterminer comment, en fonction de ce que vous consommez, quel est votre niveau de bien-être, mais lorsque ce que vous allez consommer est incertain, comment mesurer ce niveau de bien-être ? Eh bien, Daniel Bernoulli propose, pour répondre à des problématiques de l'époque qui sont des problématiques de déterminer si on va jouer à tel ou tel jeu avec des bénéfices incertains. Là, dans cette affaire-là, il s'agissait du paradoxe de Saint-Pétersbourg, du jeu de Saint-Pétersbourg, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Daniel Bernoulli nous dit en fait le niveau de bien-être exempté, c'est-à-dire avant de savoir si vous allez gagner ou perdre au jeu, avant de savoir la réalisation de l'état du monde dans lequel vous allez devoir vivre, on va mesurer le niveau de bien-être de l'individu comme l'espérance de son bien-être a posteriori. D'accord ? Donc il va regarder chaque état du monde possible. Face à l'incertitude, j'ai différents états du monde possibles. Dans chaque état du monde, je vais pouvoir obtenir un certain niveau de revenu, un niveau de consommation. À ce niveau de consommation correspond un niveau de bien-être. Comme exempté, je ne sais pas si cet état du monde-là qui va se produire à un autre état du monde. On va mesurer le niveau de bien-être comme l'espérance du bien-être a posteriori. Donc je vais multiplier le bien-être a posteriori par la probabilité de l'événement correspondant, de l'état du monde correspondant, et je vais additionner ça. Sur tous les états du monde possibles se calcule une espérance. D'accord ? Donc ça paraît assez évident. Hein. C'est une révolution à l'époque parce qu'à l'époque on raisonne, quand on réfléchit au risque en disant je vais chercher à maximiser mon espérance de gain. Là, on ne va plus chercher à maximiser l'espérance de gain, on va chercher à maximiser l'espérance de bien-être, l'espérance de l'utilité. D'accord ? Donc, c'est la théorie de l'espérance d'utilité. Donc, il s'agit ici, vous l'avez ici sous forme mathématique, mais. Non, c'est ça. Donc, voilà, si vous atteignez a posteriori dans l'état du monde T le niveau d'utilité U, T, et si l'état du monde T a une probabilité de réalisation PT, vous allez calculer l'espérance d'utilité exemptée de cette façon-là. Et c'est ça que vous allez chercher à maximiser. Le niveau de bien-être de l'individu face au risque, c'est cela, et c'est ça qu'on va chercher à maximiser. Donc vous allez prendre des décisions face au risque de manière à trouver la solution qui maximise ce truc-là. Si vous déterminez votre niveau de bien-être a posteriori comme l'utilité du niveau de consommation CT que vous atteignez dans cet état du monde-là, vous retrouvez une formule comme celle-ci. D'accord ? Alors, la théorie de l'espérance d'utilité a été critiquée, n'a pas fait beaucoup de petits au XIXe siècle, dans la première partie du XXe siècle, elle avait pratiquement disparu, en fait. C'est en 1944, John von Neumann et Oskar von Morgenstern qui ont remis la théorie en vogue en lui donnant une axiomatisation, en disant mais en fait on peut justifier la théorie bernoullienne de la théorie de la décision en fondant cette théorie sur un certain nombre d'axiomes qui, s'ils sont vérifiés, impliquent nécessairement que l'individu doit choisir de maximiser l'espérance de son utilité a posteriori. Alors, cette théorie a été combattue dès sa sortie par des gens comme Maurice Allais, par exemple, prix Nobel d'économie français, dans les années 50, en fait, dans une célèbre conférence qui a eu lieu à Paris en 1952, si je me souviens bien, qui remet en cause cette approche axiomatique de von Neumann et Morgenstern sur l'espérance d'utilité. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous décrire cela. Juste deux mots. L'axiome essentiel qui supporte cette théorie de l'espérance d'utilité, c'est l'axiome d'indépendance. Et l'axiome d'indépendance, il dit une chose très simple. C'est que si vous préférez ce soir aller au cinéma que d'aller au restaurant, A, c'est aller au cinéma, B, c'est aller au restaurant, si conditionnellement, en fait, qu'il n'y ait pas d'incertitude, vous préférez aller au cinéma que d'aller au restaurant,
avec certitude. Vous allez aussi, lorsque vous êtes confronté à l'incertitude, face au risque de grève dans les transports qui va vous obliger à rester devant votre poste télévision ce soir avec une certaine probabilité P, eh bien vous allez, malgré cette incertitude, vous allez, si vous avez l'option entre la loterie qui vous donne aller au cinéma avec probabilité 90% ou rester à la maison avec probabilité 10%, vous allez préférer cette loterie-là à la loterie qui dit vous allez aller au restaurant avec probabilité 90%, vous allez rester devant, ou vous allez rester devant votre poste télé avec probabilité 10%. Donc le fait que vous préférez A à B avec certitude implique aussi que vous préférez A à B en incertitude avec une alternative commune, rester à la maison, qui est ici notée X. C'est un axiome qui n'est pas vérifié systématiquement, et Maurice Allais présente un exemple de jeu où clairement beaucoup de gens violent cet axiome. Néanmoins, cet axiome me paraît, d'un point de vue normatif, désirable. C'est une définition de la rationalité qui me semble raisonnable. Et donc, d'un point de vue, autant la théorie de l'espérance d'utilité pose de vraies questions sur est-ce que cette théorie permet d'expliquer les comportements des agents économiques dans le monde réel. Et effectivement, il y a des tas de paradoxes qui démontrent que ce n'est pas nécessairement le cas. Je pense que d'un point de vue de l'intérêt général, du point de vue normatif, utiliser cet axiome qui sous-tend la théorie de l'espérance d'utilité est un axiome de rationalité qui me paraît raisonnable. Donc du coup, je vais combiner dans la suite la théorie du voile d'ignorance, le concept de voile d'ignorance comme un système d'analyse impartiale d'une problématique de dilemme social qui transforme les problématiques redistributives d'inégalités en une problématique de gestion des risques. Je vais compléter ça par l'utilisation de la théorie de l'espérance d'utilité pour avoir un ensemble cohérent qui me permet de décrire une stratégie optimale, une façon d'évaluer de façon compatible avec cela, avec ce que je viens de vous décrire, une théorie de nos responsabilités envers les générations futures qui se traduit par une méthode pour comparer des sacrifices présents avec des bénéfices futurs. D'accord, donc ici, juste pour compléter, je vous dis, il faut maximiser, sous le voile de l'ignorance, il faut maximiser l'espérance de l'utilité du bien-être a posteriori. Ce bien-être a posteriori, il dépend de tas de choses. Mais dans ce cours-ci, je ne sais pas si j'aurai le temps de couvrir un dernier slide où j'introduis une approche à multi-biens. Ici, je vais prendre un seul bien, je suppose qu'on consomme du blé. D'accord ? Vous pouvez compliquer comme vous voulez, ça ne change pas grand-chose en fait. Donc vous avez ici la consommation de blé a posteriori et le niveau de bien-être lié à cette consommation de blé est décrite, donc U, sur l'axe vertical. Cette relation, c'est une relation croissante. Évidemment, plus vous avez du blé, plus vous êtes bien. Qui peut le plus, peut le moins. Vous n'êtes pas obligé de consommer tout le blé qu'on vous donne, d'ailleurs. Et cette relation est donc croissante. Et elle est concave, et ça c'est un élément important. Plus vous consommez de blé, plus l'utilité marginale d'un kilo de blé supplémentaire est faible. Ça paraît assez raisonnable. D'accord ? Donc ça, c'est une hypothèse qui va me conduire à une aversion d'inégalité, une aversion au risque. OK. Donc, voilà. Maintenant, je vais, tout à l'heure, je vous posais la question, est-ce que vous préférez qu'on donne 1 kg de blé supplémentaire à la génération présente ou 1 kg de blé pour la génération qui vivra en 2200 ? Je pense que la solution à cette problématique est assez évidente. Je vais complexifier un petit peu l'analyse en disant maintenant, le problème n'est plus celui-là. Donc imaginez, et d'ailleurs je vais m'abstraire quelques minutes de problématique temporelle ou intergénérationnelle pour me concentrer juste sur une problématique de redistribution. Je remettrai cette problématique de redistribution dans le bain de l'intergénérationnel dans quelques instants. Pour l'instant, oubliez tout ça, oubliez le temps, l'actualisation. J'ai juste un problème d'inégalité et j'ai deux politiques, je considère deux politiques qui me permettent de transférer, ou en tout cas de donner un supplément de consommation à telle ou telle catégorie d'individus dans ma population. Donc imaginez une population statique, il y a deux classes sociales, il y a la classe sociale aisée et la classe sociale modeste. Imaginez que la classe modeste consomme 2 fois moins que la classe aisée. Donc, c'est un niveau d'inégalité assez fort. Imaginez, c'est 50-50 dans la population. Donc, la moitié est riche, consomme 1, et l'autre moitié est pauvre et consomme 1,5.
D'accord ? Et puis vous avez deux politiques. La politique A, elle dit on va donner 1 kilo. Donc je raisonne toujours 1 kilo de blé, d'accord ? Je vais donner 1 kilo de blé à tous les riches. Et qu'à eux, d'accord ? Versus, je vais donner T kilos de blé à tous les pauvres. Donc, imaginez que vous avez ces deux options-là. Et T, c'est plus petit qu'un. Imaginez par exemple que vous avez ce dilemme à choisir entre donner 1 kilo de blé à tous les riches ou 500 grammes de blé à tous les pauvres. Qu'est-ce que vous préférez ? Alors, l'économiste borné, il va dire « Ah, mais c'est assez simple, si je veux maximiser le PIB, ben, je vais choisir 1 kilo de blé pour tous les riches. C'est là que j'augmente le plus le revenu moyen dans ma population. » La personne qui, par contre, s'intéresse à la redistribution, la réduction des inégalités, va dire « Ah, mais non. Mais malgré que la politique alternative M ait un effet moins important sur le PIB, cette politique M, évidemment, elle a un avantage, c'est qu'elle réduit les inégalités. Vous donnez aux pauvres. Vous donnez peut-être moins, mais vous donnez aux pauvres, et ça réduit les inégalités. Et donc, je ne sais pas, il y a un compromis entre efficacité et réduction des inégalités. C'est un problème assez classique. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça nous mènerait trop loin, mais c'est des beaux sujets de réflexion. Marc est d'ailleurs grand spécialiste. Donc on a un problème, arbitrage entre efficacité et inégalité. Vous comprenez bien que la réponse à cette question dépend de votre aversion aux inégalités. Si vous foutez des inégalités, vous préférez la solution donner 1 à tous les riches. Si vous êtes si vous considérez que le plus important dans notre société, c'est la réduction des inégalités, vous allez opter pour la politique M. Si vous avez un degré d'aversion aux inégalités intermédiaire, vous êtes un petit peu dans l'ambiguïté, c'est compliqué. D'accord ? Donc j'ai posé la question, enfin non, je suis allé voir dans la littérature plein d'économistes qui ont, d'une façon ou d'une autre, répondu à cette question. J'ai interrogé Kenneth Arrow, sans doute le plus brillant économiste du XXe siècle. J'ai interrogé mon co-auteur de Harvard, Marty Weitzman, décédé il y a 2 ans. J'ai interrogé Nick Stern. J'ai interrogé mon collègue de MIT, Robert Pindai, qui a écrit plein de choses là-dessus aussi. J'ai interrogé notre collègue du Collège de France, Roger Guenry. J'ai interrogé les écrits du GIEC. Et j'ai été repérer le degré d'aversion aux inégalités implicites que ces auteurs utilisent. Et quand je l'utilise, je vois que pour eux, ils préfèrent la politique M tant que T est supérieur à 0,25, 250 grammes de blé. Donc ils sont juste indifférents en fait entre donner 1 kilo à tous les riches ou 250 grammes à tous les pauvres. D'accord ? C'est un degré d'aversion aux inégalités relativement faible. Si vous prenez d'autres exemples sur ce transparent, j'ai un petit tableau qui reprend d'autres auteurs. Donc là, j'ai les auteurs que j'ai signalés tout à l'heure. Je rajoute William Nordhaus, je rajoute Lebesgue dans son rapport à France Stratégie en 2005. Tous ces gens ont un transfert. Ils veulent, pour préférer la politique de réduction des inégalités à la politique de maximisation du PIB, il faut qu'en tout cas, il faut qu'il y ait au moins 250 grammes dans l'escarcelle des pauvres pour que ça domine la solution de donner 1 kilo à tous les riches. D'accord ? Vous avez des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Par exemple, dans le rapport Stern, il dit « Ah non, mais il faut 500 grammes. 500 grammes de blé, il faut au moins 500 grammes de blé pour considérer que la politique redistributive domine la politique de maximisation du PIB. » Et puis j'ai mon collègue Partha Dasgupta, auteur du célèbre rapport sur la biodiversité l'an dernier, qui lui dit non, lui, il a beaucoup d'aversion au risque, il est prêt à descendre, même si on ne donnait que 150 grammes aux pauvres, aux modestes, ça dominerait une solution de donner 1 kilo aux riches. Donc vous voyez, on n'est pas tous d'accord sur ce niveau d'aversion d'inégalité, qui est une problématique éthique, qui est une problématique purement éthique, qui d'ailleurs, mais qui n'est pas complètement, vous l'avez compris, qui est éthique, mais quand vous utilisez le concept de voie d'ignorance, concept éthique, vous transformez cette problématique d'aversion d'inégalité en une problématique d'aversion au risque, qui, elle, est une problématique de préférence individuelle.
Donc, il y a une frontière un peu poreuse entre les pratiques d'inégalité éthique et de risque choix individuel. OK, donc bon, la dernière colonne est oubliée, je n'ai pas le temps d'en parler. Alors là, excusez-moi, un petit peu de mathématiques. Donc, je reprends ma fonction d'utilité, d'accord ? Je prends ma fonction d'utilité qui lie le nombre de kilos de blé que je vais consommer avec le niveau de bien-être que j'atteins. Vous avez compris, je simplifie à l'outrance. Bien sûr que votre bien-être est impacté par bien d'autres choses que le nombre de kilos de blé que vous avez dans votre cave. Je monétise tout sous forme de kilos de blé. Si vous avez de la consommation en termes de viande de bœuf, ou la transformer en équivalent de kilos de blé, etc. etc. Donc, je compare deux individus. Je compare ma classe modeste et ma classe aisée. Ma classe modeste, elle consomme 2 fois moins que ma classe aisée. Et j'augmente, je vois que si j'augmente de 250 grammes la consommation des ménages modestes, je vais accroître leur niveau d'utilité de cette quantité verticale-là. Si j'augmente de 1 kg de blé la consommation des ménages âgés, je vais aussi, malgré que la barre est beaucoup plus longue ici, le fait que la pente de la fonction d'utilité soit beaucoup plus faible fait que malgré cette différentielle de distance horizontale, la distance verticale, le gain d'utilité est le même dans les deux cas. Et ça, vous voyez le lien qui existe entre le fait que ma fonction d'utilité soit concave, que l'utilité marginale soit décroissante, et le fait que vous ayez de l'inversion d'égalité, que vous soyez prêt à préférer une politique redistributive qui a moins d'impact sur le PIB parce qu'elle est redistributive. Quel est le lien entre ce que je vous raconte et la théorie de l'espérance d'utilité du voie de l'ignorance ? Eh bien, je vous ai posé une question de choix. Préférez-vous donner 1 kg aux riches ou 250 grammes aux pauvres ? Eh bien, si vous êtes juste indifférent entre les deux, c'est que sous le voile de l'ignorance, l'espérance d'utilité que vous obtenez par la première politique est la même que l'espérance d'utilité obtenue avec la seconde politique. La première politique, vous donnez aux aisés, à tous les aisés, vous augmentez leur consommation de 1. Vous ne faites rien pour les ménages modestes. Donc l'espérance d'utilité sous le voile de l'ignorance est égale à ceci. La moitié de l'utilité si vous naissez aisé, plus la moitié de l'utilité si vous êtes modeste, puisque il y a 50% de la population qui est aisée, il y a 50% qui est modeste. Donc au tirage au sort dans les limbes, votre probabilité d'être riche ou pauvre est égale à 1,5. D'accord ? Par contre, si on décide de la politique, on va donner 25 centimes ou 250 grammes de blé aux ménages modestes, votre espérance d'utilité sera égale à ceci. Donc le fait que vous soyez indifférent sous le voile de l'ignorance fait que l'espérance d'utilité d'une politique doit être égale à l'espérance d'utilité de l'autre politique, une théorie de l'espérance d'utilité. Donc ben ça, après, c'est des mathématiques. Vous multipliez par 2 à gauche, à droite. Vous faites passer les termes pour avoir tous les termes en CA d'un côté, tous les termes en CM de l'autre. Vous approximez les différences d'utilité par l'utilité marginale, comme ceci à gauche, comme cela à droite. Puis vous faites une hypothèse. Là, c'est une hypothèse supplémentaire. Je ne vais pas aller dans les détails de cette hypothèse. Elle peut être considérée comme sévère, comme par certains, mais qui est communément utilisée partout en économie, en macro, en finance. Dire l'utilité marginale, elle décroît comme une fonction puissance de la consommation, et que ce degré de puissance, c'est gamma. Gamma est positif. Ça montre que cette utilité marginale, la pente de cette courbe, elle est effectivement la pente décroissante. D'accord ? Gamma est positif. Donc, vous remplacez cette condition d'égalité des espérances d'utilité en injectant ceci, en vous rappelant que la consommation des ménages modestes est égale à la moitié de la consommation des ménages riches. Et puis, vous voyez ici, il ne vous reste plus qu'une seule, vous simplifiez par CA à la puissance moins gamma, il ne vous reste plus qu'une seule condition gamma qui vous dit gamma égale 2. Il faudrait, pour qu'effectivement vous soyez indifférent entre donner 250 grammes de blé aux modestes ou 1 kilo aux aisés, il faut que votre utilité marginale décroisse comme le carré de la consommation. D'accord ? Enfin, comme C à la puissance moins 2. OK. Vous allez voir, je vais devoir utiliser ça dans 2 minutes. Revenons à notre problème intertemporel. Dans notre problème intergénérationnel, intertemporel, je me pose la question de savoir si vous préférez, comment vous valorisez 1 kg de blé supplémentaire dans 35 ans, par exemple.
Quelle est la valeur aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier aujourd'hui pour qu'on ait 1 kilo de blé supplémentaire dans 35 ans? Donc la question est quelle est la valeur présente d'1 kilo de blé dans 35 ans? OK. Bon, maintenant je rajoute encore une hypothèse. Elle est forte et elle va me mener bien dans le mois de février avec vous, mais que je vais faire hyper simplifier maintenant. Imaginez que nous vivons dans une société de croissance, que la consommation croît. Depuis 2 siècles, la consommation des Français a, en tout cas, augmenté de 2% par an. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on consomme 50 fois plus de biens et services qu'à l'époque de nos ancêtres, sous l'époque de Napoléon, les guerres napoléoniennes. OK, donc c'est 2% par an. Imaginez que nous soyons tous d'accord, hypothèse hardie, j'en conviens, que nous soyons tous d'accord pour dire que cette croissance économique va perdurer dans les siècles à venir. Alors, je sais, tous les arbres ne montent pas au ciel, etc., on y reviendra. Mais pour l'instant, imaginez que, ce que beaucoup de gens pensent, que la croissance, celle qu'on a connue depuis 2 siècles, il n'y a pas de raison sérieuse, importante, d'imaginer, j'y reviendrai aussi, qu'elle va être plus faible dans les décennies à venir. On a toujours plein de choses à découvrir au niveau scientifique, on a toujours des capacités d'améliorer les technologies, notamment pour engendrer des énergies moins coûteuses, etc., etc. OK, donc dans une économie en croissance, nous sommes les pauvres. Les générations futures sont les aisés. D'accord? Et donc un investissement, tout investissement qui impose des sacrifices présents et engendre des bénéfices futurs, ça augmente les inégalités intergénérationnelles. Et donc ces investissements, il faut bien tenir compte du fait qu'ils vont bénéficier à des gens qui sont beaucoup plus riches que nous. Et donc ces investissements, c'est consiste à dépouiller les pauvres pour habiller les riches. Dépouiller les générations présentes pour le bénéfice des générations futures. D'accord? Et ça, c'est le cœur de la raison pour laquelle, en économie, en finance et dans le monde réel, on pénalise l'avenir. On pénalise l'avenir parce qu'on pense que l'avenir sera plus brillant, sera plus prospère, et donc que nous sommes les pauvres, et que, pour reprendre Groucho-Marx, pourquoi devrais-je m'intéresser aux générations futures? Qu'ont-elles fait pour moi? On est bien là au cœur de ce sujet-là. Oui. J'avais sorti ça à la leçon inaugurale, ça n'a pas fait de murmure. OK. Bon, alors, je reprends mon argument. Imaginez une croissance de 2% par an. 2% par an, ça veut dire que dans 35 ans, les gens qui vivront dans 35 ans, donc en 2047, ils consommeront 2 fois plus de biens et services que nous. D'accord? Donc, comment on valorise aujourd'hui la possibilité que nous fassions un effort supplémentaire pour leur donner 1 kilo de blé supplémentaire? C'est la même question que tout à l'heure, exactement la même, sauf qu'elle est mise dans un contexte intertemporel. Combien il faut donner aux modestes de la génération présente qui engendre un même effet sur le bien-être que 1 euro pour les riches, effectivement les générations futures. Eh bien, si je suis d'accord avec Stern, Arrow et compagnie, je dois dire 25 centimes. 1 euro dans 35 ans, ça a la même valeur que 25 centimes aujourd'hui. La valeur présente de 1 euro dans 35 ans, c'est 25 centimes aujourd'hui. D'accord? J'ai juste je vous ai exactement dit la même chose que je vous ai dit il y a 2 transparences, sauf que je l'ai mis dans un contexte intertemporel. D'accord? Et 25 centimes, dire que la valeur présente de 1 euro dans 35 ans, c'est 25 centimes aujourd'hui, ça veut dire actualiser à 4% par an. Pourquoi? Parce que 1 euro actualisé à 4% sur 35 ans, c'est 25 centimes. D'accord? Donc je transforme mon résultat de dire je suis indifférent à donner 25 centimes à des gens qui sont 2 fois moins riches que moi ou 1 euro pour moi, enfin le moins vous le retirez, vous mettez sous le voile de l'ignorance, c'est dire, dans un contexte intertemporel, c'est dire qu'il faut actualiser à 4% par an. Et donc vous comprenez l'élément essentiel, et ça,
c'est le cœur de tout ce que... Si vous ne comprenez pas ça, venez pas aux séances prochaines parce que ça, vous ne comprendrez plus. D'accord ? Le cœur de tout ce que je vais faire avec vous, il part d'un point de départ. Si on croit que la croissance va perdurer dans les décennies et les siècles à venir, transférer, investir pour l'avenir, c'est dépouiller nous les pauvres pour habiller les riches, les générations futures. Et donc le taux d'actualisation, en fait le taux d'actualisation, c'est le taux de rendement minimum exigé sur les investissements pour compenser le fait que ces investissements accroissent les inégalités intertemporelles, intergénérationnelles. Okay, ça, c'est vraiment... je l'ai passé au chalumeau, cette phrase, pendant des années pour vous la sortir. Je pense, et ça, je vous assure que c'était pas... Les économistes ne comprenaient pas complètement ça il y a encore une décennie ou deux. Donc, le taux d'actualisation, il est positif parce qu'on a de l'aversion d'inégalité. Comme on a de l'aversion d'inégalité, on n'aime pas les investissements parce que dans un monde en croissance, on n'aime pas les investissements parce qu'ils accroissent les inégalités intergénérationnelles. On est prêt à faire des investissements néanmoins si leur rentabilité interne est suffisamment importante pour qu'ils augmentent la taille du gâteau, malgré que cette augmentation de taille de gâteau s'accompagne d'une augmentation des inégalités correspondantes, ici, inégalités intertemporelles. Okay ? Bon, résultat important, 4%. Si vous êtes d'accord avec le fait de dire que vous êtes indifférent à donner 1 euro aux riches et 25 centimes aux ménages modestes qui consomment la moitié des ménages riches, vous devez aussi être d'accord qu'il faut utiliser 4% comme taux d'actualisation dans un monde sans incertitude où la croissance économique serait de 2% par an. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est une interprétation simple d'une règle qui aujourd'hui est utilisée massivement dans tous les pays occidentaux, c'est la règle de Ramsey. La règle de Ramsey, il vous donne une formule, qui est celle-là, qui vous lie le taux d'actualisation que vous devez choisir, enfin, qu'il faut utiliser pour évaluer les investissements sans risque, avec le taux qui le lie au taux de croissance de l'économie, G. G, c'est le taux de croissance du PIB réel par an. Et gamma, c'est ce fameux coefficient de 2 que j'ai pris de 2, qui est ce coefficient d'aversion aux inégalités, qui est aussi un coefficient d'aversion au risque. OK, je ne vais pas refaire les calculs. Il s'agit aussi, là, à peu près, il est assez similaire à celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Il compare deux générations, la génération actuelle et la génération future. Vous ne savez pas si vous allez faire partie de la génération présente et donc consommer C0 ou faire partie de la génération future, auquel cas vous allez consommer CT. T, c'est peut-être 2200. Donc, dans le statu quo, sans savoir si vous allez faire partie de cette génération future, la génération présente, votre espérance d'utilité, en multipliant par 2, en fait, est égale à ceci, tandis que vous considérez la possibilité d'investir dans un projet qui va vous augmenter la consommation en T de 1, mais qui exige de vous le paiement aujourd'hui, enfin de vous, la dépense aujourd'hui, le sacrifice de VP. VP, c'est la valeur présente. Et VP, si vous payez cette valeur présente si vous sacrifiez de votre consommation VP aujourd'hui pour obtenir 1 euro de consommation en plus en CT, vous voyez bien que si vous êtes juste indifférent entre faire ou ne pas faire cela, c'est-à-dire que cette égalité est vérifiée, eh bien VP représente bien la valeur, la somme maximum que vous êtes prêt à payer pour obtenir 1 euro dans T années. D'accord ? Et puis en faisant le même type de calcul que celui que j'ai fait tout à l'heure, vous obtenez que VP, c'est 1, le bénéfice futur, fois le facteur d'actualisation, qui est l'exponentielle de moins le taux d'actualisation R, fois le temps, qui vous sépare de cette matérialisation de ce bénéfice, où R est mesuré comme cela.
Donc ça, c'est la règle de Ramsey. La règle de Ramsey, elle vous dit que le taux d'actualisation, il est proportionnel au taux de croissance de l'économie. Plus le taux de croissance de l'économie est important, plus vous devez utiliser un taux d'actualisation fort. Vous avez compris pourquoi. C'est parce que cette stratégie, ce fait que les générations futures seront plus riches, doit impacter, je vais vous dire, vous ne devez pas dépenser trop pour ces générations très riches. Et plus G est important, plus cette idée devient forte et intense, et plus vous allez utiliser un taux d'actualisation élevé. D'accord ? Donc ça, c'est la formule de Ramsey. J'ai des collègues qui ont publié il y a 1 an ou 2, 4 ans maintenant, excusez-moi, un papier qui a refait ce que Marty Weissman avait fait à la fin des années 90, qui a fait des sondages. Donc, ils sont allés interroger 200 économistes qui sont calés sur le sujet, les Stern et compagnie, et ils ont interrogé sur les différents éléments qui apparaissent dans la formule de Ramsey. En particulier la valeur de l'aversion des inégalités gamma et le taux de croissance anticipé de l'économie. Alors, ces économistes, ils ont dit que pour les siècles, les décennies à venir, on peut anticiper en moyenne, la réponse moyenne de ces individus, de ces spécialistes, a été 1,7% par an. Ces économistes pensent que dans les décennies à venir, on aura un taux de croissance de nos économies de 1,7%. Alors avec un fort écart type, les gens ne sont pas du tout d'accord, et j'y reviendrai, sur quel sera le taux effectif de croissance dans les décennies à venir, mais peu importe. La question n'était d'ailleurs pas sur les incertitudes, on fait une hypothèse que le taux de croissance est certain. Et donc les gens ont dit, les gens ont répondu, certains 0,5%, d'autres ont répondu 3%, en moyenne ils ont répondu 1,7%. On leur a aussi demandé le gamma, qui, techniquement chez les économistes, s'appelle l'élasticité de l'utilité marginale. Ils ont répondu pas 2, ils ont répondu 1,35. Voilà. Et on leur a demandé aussi quel taux d'actualisation il faudra utiliser. Ils ont dit 2,38. Et quand on utilise la règle de Ramsey, quand on multiplie leur élasticité de l'utilité marginale par le taux de croissance, ils ont répondu 2,27%, donc pas 4%. Une petite parenthèse, ils ont aussi demandé un truc un peu bizarre que je déteste, qui est, au fond, on n'aime pas les jeunes ici. Dans la fonction d'utilité, on va les pénaliser. Mon utilité vaut plus que votre utilité, les jeunes. Et on fait ça en économie depuis un siècle. On va pondérer les utilités des futures générations à moins que 1. On va dire notre utilité est plus importante que la vôtre, et ça implique un taux de préférence pur pour le présent. En fait, dans cette réalité intergénérationnelle, un taux de préférence pur pour les vieux. D'accord ? Concrètement, c'est bien ça qu'il dit. Et il dit il faut cette préférence pure pour les vieux, pour les générations présentes par rapport aux générations futures, rajoute 1,1% au taux d'actualisation. Donc en fait, je ne rentre pas dans les détails, je ne suis évidemment pas d'accord, c'est du racisme anti-jeune, c'est un scandale, je ne sais pas comment les économistes acceptent de faire ça. Ils en ont besoin pour expliquer effectivement pourquoi les ménages épargnent peu. Comme ils épargnent peu, on ne parvient pas à utiliser ce type de modèle pour comprendre comment c'est fait qu'ils épargnent si peu. On doit l'expliquer en disant qu'ils ont en fait une préférence pure pour le présent. Ils préfèrent consommer. C'est le marshmallow, le jeu de marshmallow que vous avez peut-être vu sur YouTube. On préfère consommer un marshmallow tout de suite que consommer 2 marshmallows dans un quart d'heure. Les gens ont le droit d'avoir cette préférence-là, il n'y a aucun problème. Ça, c'est mon problème à moi, de préférer un marshmallow tout de suite que 2 marshmallows dans un quart d'heure. Est-ce que ça justifie que mon utilité est plus importante que l'utilité de la génération présente? Pas du tout, bien entendu. D'accord ? Bon, j'imagine que Marc reviendra là-dessus tout à l'heure. Le temps passe, il me reste 10 minutes, c'est bon. Marc aussi reviendra, je pense, sur ce sujet. Donc, si vous êtes d'accord sur toute cette théorie, le voile d'ignorance, la théorie d'espérance d'utilité, l'axiome d'indépendance, une aversion des inégalités de 2, une croissance économique de 2%, vous devez prendre un taux d'actualisation de 4% par an. D'accord ? Et le problème, c'est que 4%, c'est beaucoup. Ici, je fais le calcul, par exemple, de imaginer quelle est la valeur présente
de 1000 euros ou 1000 kilos de blé, quelle est la valeur présente de ces 1000 euros en fonction de la date de matérialisation de ces 1000 euros. Si je prends mon taux de 4%, vous voyez que la valeur présente de 1000 euros dans 100 ans, c'est 19 euros et 80 centimes. Ce n'est plus que 39 centimes à 200 ans, et ce n'est plus que 1 centime dans 300 ans. Donc vous devez diviser les bénéfices dans 300 ans d'un facteur 100 000 pour en déterminer la valeur présente. Évidemment que c'est horrible. Je veux dire, toute personne un peu sensée dit comment est-ce qu'on peut pénaliser à ce point l'avenir. Les économistes vont vous dire, ah ben oui, mais c'est parce que dans 300 ans, les gens consommeront 100 fois 1000 plus, 100 000 fois de plus les consommations que nous. Donc, ben oui, il ne faut pas demander aux générations présentes de faire quoi que ce soit pour des gens qui seront infiniment plus riches, qui seront les Crésus par rapport à nous. Donc, c'est l'argument, à nouveau, l'argument qu'il y a derrière, c'est que dans 300 ans, on va avoir, sous l'hypothèse de 2% par an, faites le calcul, 1,02 à la puissance 300, c'est une somme proche de l'infini quand même. Donc pourquoi est-ce qu'on ferait quelque chose pour ces gens qui sont infiniment plus riches que nous? Donc c'est effectivement l'utilisation d'un taux d'actualisation très long terme, même 4%, c'est moins que 7%, qui est le taux d'actualisation utilisé aux États-Unis pour faire l'évaluation des projets, par exemple, de renforcement des normes sanitaires dans ce pays. Donc malgré que ça soit mis à moins, vous voyez encore que le poids qui pèse sur les bénéfices futurs par rapport au sacrifice présent. Conséquence sur la problématique de la valeur carbone, eh bien, c'est que quand vous utilisez cette théorie, avec un taux d'actualisation fondé sur tout ce que je vous ai raconté, donc quelque chose qui ressemble à 4% par an, eh bien, valeur carbone, ça ne vaut pas tripette. Pourquoi? Parce que les bénéfices, réduire les émissions de CO2 aujourd'hui a des effets, pas nuls tout de suite, mais là, le plus gros des effets de nos efforts d'aujourd'hui, c'est dans des décennies qu'elles vont se produire. Les calculs que j'ai faits, c'est en moyenne 80 ans. Certains effets vont apparaître tout de suite, mais certains autres effets vont apparaître dans 250 ans. En moyenne, c'est 80 ans. En théorie de la finance, on parle de la duration du cash flow, du flux de bénéfices climatiques liés au fait de réduire d'une tonne vos émissions de CO2, c'est en moyenne 80 ans. Et donc, bénéfices très éloignés, donc taux d'actualisation à 4%, transparent précédent, ça vous casse la valeur présente des bénéfices, de ces bénéfices futurs, et donc ça vous donne une valeur carbone très faible, et donc ça vous dit pas de 2 degrés, ça vous dit 3 degrés. C'est le message de Nardos de 2018. Et donc ici, vous avez un tableau, si je reprends, alors je n'ai pas 4% parce qu'ils ne l'ont pas fait, je reprends les travaux d'une agence d'une commission interagence aux États-Unis qui a travaillé sur le coût social du carbone, la valeur carbone, qui a remis ses rapports juste avant l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, et ils ont produit des valeurs carbone qui sont là, qui sont largement inférieures aux 160 € que je propose aujourd'hui, qui sont liés aux 2 degrés Celsius. Donc, vous voyez où ça nous mène, mon histoire. Mon éthique, elle n'est pas très éthique quand même. C'est assez terrible. Je ne dois pas faire trop attention aux générations futures. C'est intéressant. J'ai une éthique de ma responsabilité envers les générations futures où je fais une hypothèse de dingue. L'hypothèse de dingue, c'est qu'on va croître de 2% par an. Donc évidemment, la réponse est, mon éthique, elle me dit que je ne dois pas faire grand-chose parce que je suis le pauvre consommateur d'aujourd'hui par rapport au Crésus des générations futures. Donc mon éthique me dit, non, très bien, vous pouvez consommer, il n'y a rien à faire pour les générations futures. De toute façon, elles se débrouilleront toutes seules, elles seront bien plus riches que ces. Vous voyez que c'est un problème énorme, quoi. Ce que je vous raconte est un scandale. Évidemment, je vais vous parler à partir de la semaine prochaine du fait que faire une hypothèse de 2% par an,
c'est inadmissible. Bien entendu que nous avons des incertitudes énormes qui pèsent sur les générations futures et que ces incertitudes, elles doivent être prises en compte quand je réfléchis à mes responsabilités envers les générations futures. Donc, parmi tous les ingrédients que je vous ai présentés, il y en a un qui est évidemment complètement critique, c'est G. C'est qu'est-ce que je mets dans ma règle de Ramsey pour la valeur de G, la croissance due à la consommation. J'ai dit 2%. 2% parce que j'ai fait quoi? J'ai fait une extrapolation de la croissance économique française depuis 2 siècles. Bon, extrapoler, c'est une première, pourquoi pas, hein, c'est une méthode statistique qui a du sens. Ici, je vous ai repris la consommation par tête pour la France, c'est la courbe bleue, entre l'époque de Jésus-Christ et aujourd'hui, 2021, c'est probablement 2020. Je ne vous apprends rien, hein, je vous apprends rien pour vous dire que la croissance économique a été essentiellement de 0% jusqu'à la veille de la révolution industrielle, et que depuis, elle a été en moyenne de 2%, passé de rien du tout à une croissance importante. Et donc, si vous voulez, l'extrapolation consistant à dire je m'intéresse à ce qui se passe seulement les 2 derniers siècles et j'extrapole le futur pour les siècles et siècles à venir à partir de seulement ces 2 derniers siècles, c'est un petit peu, un petit peu bizarre, quoi. Est-ce qu'il ne faudrait pas tenir compte aussi qu'il pourrait y avoir des choses similaires à ce qui s'est passé entre le milieu du XVIIIe et le milieu du XIXe siècle? On pourrait avoir, en fait, ici apparaît clairement 2 régimes, un régime de croissance nulle et un régime de croissance de 2%, avec des soubresauts, bien sûr, les guerres mondiales, les récessions, les dépressions, etc., etc. Mais il y a peut-être 2 régimes, et peut-être qu'un jour, le régime croissance économique fondé sur la croissance, les innovations technologiques, le progrès scientifique, etc., il y a des gens qui vous disent c'est la fin. Est-ce qu'on n'est pas à la fin de l'histoire? Est-ce qu'on n'a pas tout découvert et maintenant on n'a juste plus qu'à gérer ces découvertes du passé pour améliorer la technologie, mais c'est fini, quoi. On a tout découvert et l'histoire s'arrête là. C'est Robert Gordon, hein, qui s'est repris dans de ses papiers il y a quelques années, qui synthétise le tableau précédent sous une forme différente, puisque là, j'ai pas dans le transparent précédent, j'avais la consommation, au niveau de consommation. Ici, j'ai le taux de croissance de la consommation. Hein, donc, ça donne... vous voyez que la courbe exponentielle, elle est quand même... Elle se tasse un petit peu sur la fin. Et c'est ce qu'il décrit ici. Hein. Vous voyez qu'on a 0 croissance... pour le monde anglo-saxon en culbutant de UK à USC. On a des taux de croissance qui sont essentiellement 0 avant le XVIIIe siècle, qui montent à des niveaux faramineux qu'on a connus après la Deuxième Guerre mondiale, les Trente Glorieuses. Mais ce que Gordon nous dit, c'est que en fait, le moteur de la croissance est en train de disparaître. La chute de la productivité du travail, elle est importante et on ne sait pas où elle va s'arrêter. Et donc tous les débats sur la stagnation séculaire sont le fait que peut-être que demain, la croissance économique va redevenir égale à 0 comme elle l'a été avant le XIXe siècle. Et à ce moment-là, ma règle de Ramsey, il faut que je la révise, évidemment. Si G était 0 et pas 2, il faut utiliser un taux d'activation nul, plutôt un taux d'activation de 2. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que c'est un accident de l'histoire, qu'on va revenir à un taux de croissance, finalement on va aller conquête de l'espace, on va produire de l'électricité sans coût, on va pouvoir reproduire l'énergie du soleil dans ITER, etc. etc. Là, je n'ai pas le temps de vous parler de ça. Et là non plus, j'y reviendrai la semaine prochaine. Juste conclusion, hein, puisque le gond de fin approche. Oui, il me reste 2 minutes. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit aujourd'hui? Je crois que je vous ai perturbé, parce que je suis en train de vous raconter des bêtises, en fait. Mais je vous mène sur un chemin de réflexion qui est celui des économistes. Ce chemin de réflexion, il a été de tout temps, enfin, depuis les années 1920, mais surtout à partir de la fin des années 90, le début du XXe siècle, fondé sur la règle de Ramsey. Quand vous demandez à un économiste quel taux d'actualisation il faut utiliser, il va vous parler de la règle de Ramsey.
Et la règle de Ramsey, c'est le voile d'ignorance, c'est l'aversion aux inégalités, c'est les hypothèses de croissance économique. Et ce qui est complètement fou, c'est que pendant toute cette période, et encore aujourd'hui, cette règle de Ramsey reste massivement utilisée par les pouvoirs publics pour déterminer le taux d'accusation utilisé pour calculer la valeur carbone, pour déterminer si un investissement dans une nouvelle ligne TGV est désirable ou pas, etc. etc. On utilise la règle de Ramsey. Donc je pense que c'était important aujourd'hui de vous rappeler les fondements de cette règle de Ramsey, parce que c'est celle qui, aujourd'hui, dans le monde du secteur public, mais aussi parfois dans le monde du secteur privé, est utilisée pour réfléchir à comment comparer un bénéfice futur avec un sacrifice présent. D'accord ? Donc, ce qui est terrible, c'est deux choses. D'abord, cette règle de Ramsey, elle vous donne plutôt un taux d'accusation élevé qui lamine complètement les bénéfices futurs quand vous faites cette analyse des comparaisons de sacrifices présents avec les générations, avec les bénéfices pour les générations futures, qui a plutôt tendance à nous abstraire de nos responsabilités envers les générations futures, parce qu'elle est fondée sur une hypothèse complètement absurde de dire « je sais quelle est la croissance économique pour les 2, 3, 4, 5 prochains siècles », qui est évidemment complètement absurde. On n'en sait rien du tout, quelle sera la croissance, on n'a pas la boule de cristal, et donc fondamentalement, il faut, pour répondre, si on veut être sérieux, pour répondre à la question de quelles sont nos responsabilités envers les générations futures, il faut, dès le départ, intégrer la notion de risque et d'incertitude sur quelle sera cette croissance économique, en plus que d'intégrer les dimensions de risque sur les bénéfices engendrés par les actions que vous considérez pour améliorer le bien-être de ces générations futures. Voilà, donc ça ouvre la porte. Donc surtout, ne vous arrêtez pas là. Venez aux séances prochaines pour vous dire finalement les économistes ne sont pas complètement idiots. Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Je vous remercie. Donc 2 minutes d'arrêt pour permettre à Marc de rentrer en scène.